Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Vous avez sûrement entendu parler dans les médias des gaz à effet de serre, et plus particulièrement des émissions équivalent CO2. Il existe un outil de sensibilisation qui permet de comprendre ce que sont ces émissions de gaz à effet de serre. Un atelier immersif pour imaginer le futur et agir ensemble pour le climat. C'est son slogan et il s'agit de l'atelier 2 tonnes. Mais qu'est-ce que c'est que cet atelier au juste ? De quoi parle-t-on et comment y participer ? Pour en parler, j'ai reçu Claire Morvan, animatrice et formatrice de l'atelier 2 tonnes. Bonjour Claire. Bonjour Yves. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Qui êtes-vous ? Donc je m'appelle Claire Morvan et depuis 1 an et demi que je suis arrivée à Angers, je suis consultante dans la transition écologique. Et actuellement, donc, je travaille à temps partiel au sein de Gaïa Bâti où on travaille sur l'aménagement bas carbone et la construction bas carbone. Et puis je suis aussi consultante indépendante et où j'accompagne des acteurs dans la transition écologique. Et donc, si possible, des acteurs publics, parce que je pense que c'est là où il y a le plus gros du travail à faire. Et sinon, j'ai un parcours personnel assez long. En gros, moi, je suis née à Monaco, et donc je suis française. Donc, je viens d'un milieu plutôt aisé, et j'ai été vachement sensibilisée en fait aux enjeux d'injustice assez tôt par rapport à là d'où je viens. Et ça a été un déclic en fait, et j'ai eu plusieurs déclics comme ça dans ma vie où grâce à des voyages avec mes parents j'ai pu comprendre comment le monde fonctionnait. Et donc effectivement j'ai été au Kenya où j'ai vu vraiment la misère totale. J'avais 10 ans et ça m'a énormément marqué. J'ai aussi changé de collège, je suis passée du privé au public et là j'ai vu une toute autre ambiance. Et j'ai vraiment compris qu'il y avait 2 univers totalement différents. Ça aussi, ça m'a énormément marqué. Donc, ça m'a décidé à faire du droit, en fait, dans mes études. Et aussi, autre caractéristique très particulière, je dirais, c'est que j'ai un père qui a déménagé en Nouvelle-Calédonie. Et là, j'ai eu la chance de découvrir une île où la nature est complètement à l'état brut et luxuriante. Et je suis vraiment tombée amoureuse de la nature à mes 15 ans, quoi. J'étais déjà très sensibilisée, mais voilà. Et donc, dans le cours de mes études, j'ai fait du droit et ensuite j'ai découvert le droit de l'environnement. Et là, ça a été le grand amour. Ce qui fait que je me suis spécialisée ensuite dans un master développement durable. Et à partir de là, j'ai travaillé toute ma vie. Donc, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les enjeux de transition écologique. Et j'ai beaucoup plus travaillé avec le public, et donc c'est pour ça que j'aime bien accompagner les acteurs publics sur ces sujets-là. Et donc j'ai travaillé dans la gestion des déchets, dans les enjeux de espace vert, biodiversité, de climat et résilience des territoires, et puis d'autres choses. Ouais, c'est déjà vachement bien. Il y a une vraie cohérence, en tout cas, ce qui est très intéressant dans votre parcours, c'est cette cohérence par rapport à vos valeurs et ensuite ce que vous en faites derrière au niveau professionnel. Alors, vous êtes animatrice d'un atelier qui s'appelle l'atelier 2 tonnes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que l'atelier 2 tonnes ? Avec joie. Alors, atelier 2 tonnes, j'ai découvert cet atelier il y a 2 ans à peu près. Et pour moi, ça a été une révélation. Tout simplement pour 2 raisons. C'est que, à la fois, ça a été l'occasion de me rendre compte en fait qu'on avait toutes les solutions pour faire cette transition écologique. Et je me suis dit, mais en fait, on a les réponses, donc il n'y a plus qu'à faire. Donc ça, déjà, ça m'a rassurée et je me suis dit, yes, bonne nouvelle. Deuxième chose, c'était que c'est un atelier qui donne vraiment envie de passer à l'action, qui est très optimiste et enthousiaste. Et au final, je me suis dit, faut absolument que je devienne animatrice pour faire découvrir cet outil-là le plus largement possible. Et donc, comment ça se passe exactement ? Donc, c'est un atelier qui dure 3 heures,
Vous avez un premier temps d'introduction qui permet en fait aux différents participants de monter un petit peu, d'être à niveau sur les enjeux climatiques. Et donc vous avez une petite introduction qui est toujours sous forme de quiz, donc ça reste vraiment un atelier ludique, participatif, basé quand même sur des rapports nationaux qui sont totalement reconnus à l'échelle nationale. Donc c'est un outil pédagogique et sérieux. Et donc pendant cette première partie d'introduction, vous montez en compétence sur les enjeux climatiques. Et ensuite, vous enchaînez sur une partie de simulation, où là, vous vous prêtez au jeu de la transition écologique. Et donc, comment ça se passe ? C'est qu'à la fois, vous avez des tours individuels, où là, vous travaillez à partir de votre empreinte carbone, que vous avez établie juste avant l'atelier. Mmh. Et donc, vous avez différents jeux de cartes sous les yeux. Vous choisissez différentes actions que vous avez envie de mener, et vous les rentrez dans une plateforme. Donc ça se joue soit en ligne, soit en direct, en présentiel. Et vous les rentrez dans une plateforme. Et à partir de là, vous voyez par rapport aux actions que vous avez sélectionnées, si votre empreinte carbone réduit ou pas en direct. Et donc, votre objectif, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, la moyenne d'un Français, la moyenne nationale d'un Français pour l'empreinte carbone, c'est 10 tonnes. Et donc l'objectif pour 2050, c'est d'atteindre environ 2 tonnes d'émissions carbone par habitant. Et donc cet objectif d'où il sort, c'est vraiment tiré des enjeux de la COP21, qui indique à la France d'atteindre la neutralité carbone pour 2050. Et donc quand on traduit l'enjeu de neutralité carbone en 2050, ça se traduit par une réduction de l'empreinte carbone citoyenne de 10 tonnes à 2 tonnes. Voilà, ça reste des ordres de grandeur. Évidemment, ça peut se discuter, mais en tout cas, c'est au moins une ligne directrice que tout le monde peut se donner et qui donne aussi envie qui peut être inspirante. Et donc, à titre individuel, vous essayez d'atteindre ces fameux 2 tonnes, et donc vous jouez avec différentes cartes. Et sur les tours collectifs, et c'est là où c'est le plus intéressant, de mon point de vue, c'est que, en gros, vous jouez le rôle d'acteur, donc soit de décideur. Par exemple, vous prenez le rôle du Premier ministre et vous êtes entouré de vos ministres et vous devez dépenser un budget exceptionnel dédié à la transition écologique. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce tour, c'est de se mettre dans la place des décideurs. Et moi qui ai travaillé avec des élus, je peux vous dire que c'est pas tous les jours facile. Et donc je trouve que c'est intéressant à la fois de comprendre quel est le quotidien d'un élu et aussi de se dire que trancher c'est pas si évident. Ouais. Et donc dans d'autres tours collectifs, vous avez aussi, vous vous mettez à la place de multinationales ou de citoyens ou d'experts qui prêchent parfois dans le désert malheureusement. Et donc c'est intéressant en fait de rentrer dans la peau de ces différents personnages et d'essayer d'argumenter avec les informations que vous avez dans les jeux de cartes. Et donc voilà, l'idée c'est d'orienter les débats de manière à toujours atteindre ces fameux 2 tonnes à l'échelle nationale cette fois, puisque ce sont des tours collectifs. Donc voilà un peu la mécanique du jeu. Et donc vous finissez aussi dernier temps sur un temps de débrief où là on revient sur les messages clés de l'atelier qui sont que la transition est nécessaire, mais que c'est surtout une nécessité et que ça peut être très enviable et une opportunité finalement. Et donc là, l'important, c'est de se dire que c'est enviable et qu'on peut y aller tous gaiement en se disant, on est appelé par cette transition. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais il y a cet objectif-là et comment on y va, on a les réponses. Et si on s'y met tous ensemble, finalement, c'est un peu ça le sujet surtout. Si on s'y met tous ensemble, on se rend compte que les efforts seront moindres aussi. Parce que soit il y a des catégories sociales qui s'exemptent de faire d'efforts. Et donc ça veut dire qu'il y aura certaines populations qui seront obligées de faire encore plus d'efforts pour atteindre une moyenne, pour atteindre la neutralité carbone. Sauf que si tout le monde fait un même effort,
finalement, on peut s'offrir une condition de vie très digne et très satisfaisante pour tous. Ça veut dire aussi peut-être que c'est quand même très politique tout ça. Aujourd'hui, si ça n'avance pas, c'est parce que politiquement parlant, il n'y a pas encore, même si c'est en train d'arriver, on le voit dernièrement avec ce qui s'est passé avec les lots au niveau de l'ONU, mais c'est très très politique tout ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit les politiques qui prennent à bras le corps les choses pour que ça avance. Alors oui, dans les faits, effectivement, en fait, on a toutes les réponses. C'est ce que nous disent les scientifiques du rapport du GIEC. Concrètement, on sait ce qu'il faut faire, mais il va falloir le faire. Et donc, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans la mise en route des actions concrètes c'est tout un ensemble de choses. Et je pense qu'en premier lieu, finalement, c'est la prise de conscience. Il y a encore énormément d'écosystèmes où les gens n'ont pas compris l'urgence climatique et n'ont pas compris les impacts que ça peut avoir. Et il y a aussi, donc certes, on commence, là il y a une enquête de l'ADEME qui est sortie, ils produisent une enquête en fait tous les ans, depuis 20 ans. Ce qui est intéressant, c'est de se dire quel est le rapport en fait des Français par rapport au changement climatique. Et ce que dit l'enquête en 2022, c'est que désormais, plus de 8 Français sur 10 ont compris que le réchauffement de la planète est causé par les activités humaines. Donc ça, c'est quand même une énorme progression, parce que jusqu'à présent, c'était pas du tout le cas. Complètement, oui. Et leur première préoccupation reste évidemment la hausse des prix, mais que la menace climatique arrive en seconde préoccupation. Donc ça, c'est quand même... je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est quand même rassurant par rapport à l'urgence. Et il y a un Français sur 2 aussi qui déclare avoir subi le changement climatique et de l'avoir perçu dans son corps. Et notamment, c'est vrai que souvent en atelier d'automne, je pose la question de qu'est-ce que c'est le climat pour vous, le changement climatique pour vous, et souvent on me dit il y a plus de neige en montagne. Donc voilà, c'est un élément assez marquant pour les Français. Et dernier point, c'est les Français ont compris qu'il y avait une nécessité de changer leur mode de vie. Et notamment avec la guerre en Ukraine, ils ont compris qu'il allait avoir besoin d'adopter des pratiques plus vertueuses. Sauf que souvent, les Français disent qu'ils ne savent pas à quoi ressembleraient vraiment ces pratiques vertueuses et une société bas carbone. Et donc, ils n'arrivent pas du tout à se représenter en fait cette société de demain. On entend beaucoup de discours critiques. On entend beaucoup de choses autour des Khmer verts, des retours à la bougie, des choses comme ça. Et ce qui est très dommageable en fait par rapport à cette transition écologique, puisque encore une fois, je le disais tout à l'heure, si on participe tous à cet effort généralisé, en fait, on peut vivre parfaitement bien de manière plus sobre. Et donc finalement, on n'était pas très malheureux dans les années 80. Moi, je trouve qu'on était très bien. En tout cas, j'ai de bons souvenirs. Et finalement, c'est revenir à une époque où on était plus sobre. Et donc, il va falloir vraiment permettre aux Français de se projeter dans ce monde de demain. Et donc, il y a urgence, et c'est aussi un peu l'objet du podcast d'aujourd'hui et de Génération Éco. C'est vraiment tout l'objectif. Et c'est ce que propose aussi l'atelier d'automne, c'est de comprendre quels sont les mécanismes qui permettent d'atteindre cette neutralité carbone et de se projeter dans un monde en se disant, effectivement, ça va demander des efforts, mais notre mode de vie ne va pas radicalement se modifier. Et on va pas perdre en qualité et en confort de vie. Et c'est ça vraiment le message principal qu'il faut comprendre. Oui, parce que ça, c'est vraiment la peur globale des gens. C'est avoir peur de perdre en qualité de vie, de faire moins. Comme vous l'avez dit, le retour, ce fantasme du retour de l'âge de pierre ou de la bougie est assez présent quand même. Et on en joue beaucoup dans les médias. Et c'est pour moi, c'est vraiment une mauvaise compréhension en fait des enjeux. Et c'est aussi une forme de lutte. Là aujourd'hui, on le voit bien en fait dans la situation actuelle de la société française. On voit bien qu'il y a deux tendances. Où il y a les défenseurs de la nature d'un côté et puis les défenseurs du monde économique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc on a vraiment le sentiment qu'il y a deux mondes qui s'opposent et qui n'arrivent pas à discuter entre eux.
Et nous, enfin moi qui travaille dans la transition écologique, en fait, une fois que les acteurs économiques ont compris en fait de quoi on parlait, une fois qu'ils ont compris les enjeux, finalement ils ne peuvent que avoir envie de participer à cette activité, cette transition. Alors après, évidemment, elle est difficile à mettre en place parce qu'il va falloir convaincre. Et c'est encore une fois des ateliers type d'automne qui peuvent contribuer à gagner l'adhésion en fait des salariés, des habitants, des politiques, des entreprises. Et c'est ça qui est vraiment fort de mon point de vue en fait dans d'automne, c'est que notre constat, c'est qu'il faut réussir à accélérer les dynamiques sociales. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un gros pas à faire et qu'on n'y arrive pas. Donc il faut accélérer ces dynamiques sociales en embarquant un maximum d'acteurs. Et cela passe nécessairement par la sensibilisation. Donc c'est ce que propose d'automne. Et ça passe par l'éducation et le partage d'une envie aussi, d'une envie d'atteindre un objectif commun. Et voilà. Donc c'est vraiment le passage en l'envie et l'adhésion et de se dire bah voilà, c'est pas si catastrophique et en fait on peut tous jouer un rôle. Oui. Ouais, et alors combien de personnes peuvent participer à un atelier en même temps et surtout comment on peut participer à un atelier d'automne? Alors on peut être jusqu'à 15 personnes à un atelier d'automne et comment? Il suffit d'aller sur le site internet d'automne. Et vous avez accès à toutes les dates qui sont proposées en France. Donc vous avez à la fois des dates en présentiel sur le territoire. Donc là, notamment, il y a une date le 12 juin à Angers qui va avoir lieu à Wiforge. Et il y a aussi le 13 avril au tiers-lieu de Montreuil-Bellay, il y aura un atelier aussi d'automne. Et sinon, il y a des ateliers en ligne auxquels vous pouvez participer. Ça se passe très bien aussi en ligne. Et là, l'idée, donc la communauté sur Angers, elle se développe de plus en plus. On est de plus en plus d'animateurs, mais ça reste encore un tout petit écosystème. Et moi, je suis référente au niveau angevin des différents animateurs. Et l'idée, c'est de faire grandir cette communauté. C'est pour ça que je suis récemment devenue formatrice aussi des animateurs. Parce que le but, c'est de faire découvrir cet atelier au niveau du territoire et d'accompagner un maximum d'acteurs dans cette transition écologique. Et alors, est-ce que ça fonctionne un peu comme les ateliers, enfin les fresques du climat, fresques du numérique et autres? Ou est-ce que c'est-à-dire qu'il y a une association globale qui gère tout? Et derrière, il y a comme entre guillemets des royalties quand on crée un atelier. Alors pour l'atelier d'automne, c'est un petit peu différent. En gros, il y a une association dont sa mission, c'est vraiment la diffusion très large de l'atelier. Et donc tout est gratuit. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez à un atelier d'automne grand public, vous devez faire un don à l'association et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et une fois que vous êtes inscrit, l'animateur vient et il n'a pas de reversement à faire à l'association. Donc on peut faire autant d'animations qu'on veut. Faut juste trouver une salle qui nous accueille bénévolement. Et sinon, il y a d'automne Compagnie, qui est une SAS, et qui, elle, pour le coup, a pour objectif de diffuser l'atelier vraiment dans la sphère privée, c'est-à-dire tout ce qui est auprès d'entreprises ou de collectivités, donc tout ce qui se vend. Et donc, et c'est la SAS qui soutient alors je sais pas quels sont les mots exacts, mais en tout cas qui facilite en tout cas la vie un petit peu de l'association aussi, qui amène du support en fait par rapport à l'association. Oui, complètement. Il y a des salariés dans l'association? Oui, alors ça c'est quelque chose de fort aussi. Ça c'est un très bon signal aussi, c'est que dans toutes ces structures, en gros d'automne jusqu'à l'année dernière, ils étaient à peu près une dizaine. Et là, début d'année, ils ont recruté quasiment 13-14 salariés. Donc aujourd'hui, ils sont 24. Ah oui. Et c'est donc ils ont fait beaucoup d'investissements, mais en fait c'est que le projet prend énormément d'envergure et que ça se passe très très bien en fait. Moi je suis juste indépendante, donc je fais pas partie en fait de l'équipe nationale, ni de près ni de loin, mais je suis complètement reliée en fait
au projet. Ouais. Au projet, parce que je suis animatrice professionnelle et aussi animatrice bénévole, donc je suis reliée aux deux structures. Et ce que j'adore personnellement dans Doton, c'est l'état d'esprit en fait de la structure. C'est-à-dire que les deux fondateurs, qui sont François Logy et Pierre-Alix Lauré, c'est en plus de l'ambition et de donner envie et de donner le goût de la transition, ils se sont aussi fixés comme objectif, un petit peu peut-être fou, mais de rendre les gens heureux. Et ça fait partie de leurs valeurs dans la structure. Et en fait, ça correspond exactement à ma vision du monde. Finalement, je pense que la transition, ça peut être une expérience heureuse, qu'on réapprend des savoir-faire, des savoir-être, beaucoup plus nourrissants et beaucoup plus satisfaisants que juste prendre son caddie, d'aller au supermarché du coin et acheter tout ce qu'on trouve et tout ce dont on a besoin. Et donc il y a quelque chose dans l'autonomisation et dans cette quête un petit peu de retrouver des savoir-faire qui est très enrichissante. Donc je trouve que la transition écologique, c'est vraiment un chemin. Complètement. Et est-ce que vous avez afin de motiver, je dirais, les internautes et les auditeurs à faire un atelier Doton, est-ce que vous auriez des chiffres clés à nous partager ou pas du tout? Alors on a eu les chiffres clés comme quoi on avait donc les 10 tonnes, c'était la moyenne nationale d'un Français en termes d'impact carbone au niveau environnemental. Est-ce que, alors si vous n'avez pas forcément de chiffres en tête là, mais est-ce que vous conseillez les gens d'aller, par exemple il y a un site qui s'appelle nosgestesclimat.fr qui permet de faire un premier calcul, un autodiagnostic, je dirais, de son impact carbone. Est-ce que c'est quelque chose, vous en parlez pendant l'atelier ou est-ce que des gens l'ont fait avant de venir? Exactement, ils l'ont fait avant de venir. En fait, en gros, il faut s'inscrire en avance à un atelier Doton. Et pourquoi ? Parce que ça vous donne l'occasion de remplir votre propre empreinte carbone. Et à partir du moment où vous avez rempli votre empreinte carbone, vous jouez vraiment depuis votre empreinte carbone sur la plateforme en ligne. Et donc, vous jouez vraiment à partir de vos données et vous essayez, en fonction des cartes que vous avez choisies, de baisser cette empreinte carbone. Et ce qu'il y a de super aussi dans Doton, c'est que vous restez... Vous gardez un accès en fait à la plateforme tout au long de votre vie et donc vous pouvez continuer même après l'atelier à continuer à saisir les différentes cartes parce que je sais pas, on est en janvier 2024 et cette année vous vous promettez d'arrêter de vous déménager, de vous rapprocher de votre emploi. Et donc, vous pouvez enfin clicher cette case et vous êtes content parce que ça vous fait réduire de X% votre empreinte carbone. Donc, c'est effectivement, il y a cette caractéristique-là qui distingue énormément en fait Doton de tous les autres outils qui sont plutôt vous arrivez, vous apprenez plein de choses, à la fois les problèmes et les conséquences et les solutions. Et là, dans Doton, vous êtes vraiment acteur à proprement parler et vous travaillez sur votre empreinte carbone. Et il y a un autre élément aussi qui est... Donc là, c'est toutes les actions individuelles sur lesquelles vous pouvez travailler. Donc il y a les actions collectives sur lesquelles vous travaillez. C'est ce que je disais dans les tours collectifs. Vous prenez des rôles et vous essayez de dépenser le budget au mieux par rapport aux éléments que vous avez qui permettent d'atteindre cette neutralité carbone ou pas. Et surtout, il y a cette notion de rôle d'influence qui est essentiel en fait dans l'atelier Doton et qui est souvent sous-évalué malheureusement dans la société. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une forme de souffrance, je dirais, peut-être dans la société française. C'est qu'on a souvent le sentiment d'impuissance et de se dire mais qu'est-ce que je peux faire face à tout ça, au secours, c'est trop compliqué pour moi, je ne suis pas grand-chose, et tout ça. Alors que, en fait, on a tous un rôle à jouer et que j'adore dire que la société nous attend et elle n'attend que nous. Et donc, il est important que chacun d'entre nous trouve sa place dans cette société et contribue et participe en fait à ce mouvement général. Et donc, vraiment, le but de Doton, c'est de comprendre
que tous les grands leviers en fait de la transition écologique nécessitent l'implication de tous. Et donc, vous prenez la mesure de votre rôle à l'échelle du collectif, de votre responsabilité même, je dirais, à l'échelle collective, en disant... et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai eu un témoignage qui me disait ah ouais, moi, j'ai tout fait à la maison, hein, je suis tout fait, tout ce que je pouvais, mais je réalise maintenant qu'en fait, il va falloir que je sorte de chez moi, quoi. Et ça, c'est une grande satisfaction parce que moi, je fais de l'influence malgré moi depuis mes 17 ans. J'ai créé ma première asso à 17 ans et depuis, j'ai pas arrêté d'en créer. Et au final, le fait de faire partie de la vie associative, d'apprendre, de développer des savoir-faire, d'avoir le droit de se tromper, parce que dans le milieu associatif aussi, on s'épanouit, on découvre des savoir-faire ou pas, on apprend, on partage, on se trompe, on se corrige. Et pour moi, la sphère associative, c'est vraiment un terrain de jeu où on peut s'épanouir. Et finalement, s'engager dans des associations, ça contribue à faire de l'influence sur les enjeux écologiques. Ou d'autres enjeux d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu l'enjeu crucial du siècle, mais il y a d'autres problèmes aussi qui sont tous interconnectés. Et donc c'est vrai que prendre la mesure de son rôle d'influence, et c'est vraiment le cœur et le moteur vraiment de Tonnes, c'est le message clé et central de Tonnes, c'est vraiment prenez conscience de votre rôle d'influence et sortez de chez vous et prenez plaisir en fait à participer à cette grande marche de la transition. Et vraiment, c'est ça qui m'inspire le plus en fait. Ouais. C'est un très très beau message. Franchement, c'est top. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, qui est: est-ce que vous pensez justement que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Eh bien, j'ai envie de dire oui. Of course. Voyons, quelle question. Pour plusieurs raisons, j'ai envie de dire oui. Déjà parce qu'on n'a jamais autant parlé d'écologie. Alors moi, je me souviens très bien, quand je me suis lancée dans mon master développement durable, je savais même pas ce que c'était. J'en avais jamais entendu parler, c'était il y a plus de 15 ans, et j'écoutais France Inter goulûment, et une fois par-ci, une fois par-là, il y avait vite fait le mot qui sortait, et je me disais, ah tiens, ils ont dit le mot, c'est que ça doit être intéressant. Mais voilà, et donc c'était la 2e édition du premier master de France, je crois, de développement durable. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une seule minute qui se passe sur les médias français où on ne parle pas d'une manière ou d'une autre de transition, d'écologie, de développement durable, quelle que soit la manière dont on en parle. Donc déjà, j'imagine bien qu'ils auront une fibre éco, ne serait-ce que parce qu'ils baignent dedans, ce qui n'était clairement pas notre cas il n'y a pas si longtemps. Et que même si les premiers écologistes ont vraiment été les premiers défenseurs avec peut-être une sensibilité accrue, une capacité d'observation et de sentir les crises à venir, et peut-être capter aussi les messages qui existaient déjà en fait dans la sphère médiatique, on va dire, mais qui pour la grande majorité des Français finalement ils prenaient pas du tout conscience de ce message-là parce que c'était encore très 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 marginal. Aujourd'hui, un peu malheureusement, parce qu'aujourd'hui la crise climatique et la crise environnementale, elle est partout. Aujourd'hui, on en parle tout le temps. Donc, a priori, ils auront cette fibre éco, ne serait-ce que pour ça. Mais aussi, j'espère en tout cas qu'ils auront aussi cette fibre parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on est passé d'une société de surconsommation et d'accumulation de biens à une société de surconsommation d'expérience. Et aujourd'hui, les jeunes en particulier, ils ont envie de vivre des expériences. Et ce qu'il y a de fascinant, en tout cas moi ce qui me fascine, c'est que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que la transition écologique, c'est un puissant fond d'expérience et de retour et de réapprentissage de certains savoir-faire et d'expérimentation. Et donc, je pense vraiment que si on veut vivre des expériences, s'engager dans une voie de transition écologique, en fait, c'est illimité. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les situations. Et que
ça peut être vraiment un terrain de jeu illimité pour les jeunes. Donc ça, c'est quand même... bon voilà, donc c'est quand même assez enthousiasmant. Et en général aussi, quand on a goûté à cette réappropriation de savoir et de savoir-faire et de compréhension du monde, je m'imagine qu'on ne peut plus faire un retour en arrière parce que c'est juste du bon sens finalement. Donc oui, j'ai espoir que les futures générations auront une fibre éco et qu'elles seront heureuses. Et d'autant plus que, malheureusement, le changement climatique, il est omnipotent maintenant. Donc il va falloir aussi faire avec. Et c'est tout l'enjeu aussi de donner de l'espoir en fait à ces générations-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles voient ces générations ? Encore énormément de débats au niveau des médias en l'occurrence, des discussions complètement un peu stérile. Hein. Merci, stérile. Et finalement, toutes ces discussions qui dérivent, on voit souvent, je sais pas si... moi, je regarde beaucoup les médias. Quand on interroge des spécialistes ou quand on interroge des militants, on est toujours un petit peu dans l'accroche d'informations qui sont assez anecdotiques finalement. Et là, je repense à certains militants qui sont passés sur certains plateaux où on leur dit mais alors, est-ce que vos fringues sont vraiment écolos ? Et alors que le message, c'est pas du tout celui-ci. En fait, ces militants, ils sont sur les plateaux pour dire quelque chose. Et finalement, on se rend bien compte que dans les médias, on interroge assez peu le fond et surtout la forme. Et que de plus en plus, heureusement, on voit des experts qui passent à la télé. Mais ça reste encore... assez anecdotique et encore ça dépend de quelle télé on parle. Ça, c'est certain qu'en fonction des différents médias, on n'a pas forcément les mêmes sons de cloche. En tout cas, l'atelier d'automne, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et j'encourage vraiment tout le monde à y aller. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse du site web ? Est-ce que vous l'avez exactement ? Oui, c'est d'automne.org. D'automne.org, voilà. Tout simplement. Donc voilà, c'est gratuit. Vous avez toutes les informations dessus directement avec les différentes dates. Merci beaucoup, Claire Morvan, pour cette interview. Et puis, encore une fois, j'encourage tout le monde à participer et en tout cas à aller faire, même sur le site nosgestesclimat.fr, essayer de voir son impact carbone. Ça peut être un bon début, effectivement. Et merci beaucoup, Yves. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Merci de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux ou tout simplement en envoyant le lien par email. Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir directement les derniers épisodes dans votre boîte mail. Et merci pour votre fidélité. À bientôt, à l'écoute de Génération Éco.